Alors, on passe maintenant au règlement de zonage, qui est au fait le règlement, mettons, on va dire, le plus important des règlements d'urbanisme. Ça, c'est un condensat de normes qui s'applique un peu à tout ce qui pourrait être géré par une municipalité. Alors là, le règlement de zonage, là, on va essayer de vous expliquer un peu toutes les nouveautés, là, tout ce qu'on a intégré là, de nouveau à l'intérieur de ce règlement. Donc là, le but du règlement d'abord, les principales modifications et la conclusion. Alors, le but du règlement, c'est de diviser le territoire en zones, d'où le nom de règlement de zonage, en vue de contrôler l'usage des terrains et des bâtiments, l'implantation, la forme et l'apparence des constructions. Dans le cadre de la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé, certaines dispositions ont été mises à jour ou ajoutées au sein même des règlements, dont le règlement de zonage. Les modifications sont présentées par chapitre de règlement et le chapitre concerné est indiqué au haut de chacune des diapositives que vous allez voir dans la présente section. Donc, la structure qu'a conservé le règlement de zonage est indiquée juste ici. Donc, on peut constater que le règlement est divisé par chapitre, article, sous-article et différents points de forme que vous voyez ici présentés. Donc, la première modification majeure a été d'ajouter des dispositions concernant les allées d'accès. Donc, l'ajout d'un article pour les allées d'accès, donc les entrées charretières, définit les critères minimaux pour, par exemple, l'installation de ponceaux au niveau des matériaux utilisés, de la largeur et de la longueur qui devra être employé pour l'installation. Donc, avant d'être raccordés au chemin, les allées d'accès devront avoir un plateau d'une pente maximale de 5 % et mesurer à 3 mètres de la limite de l'emprise routière, comme vous pouvez le constater là, sur le graphique ici présenté. La dispo suivante qui a été ajoutée au niveau du règlement de zonage consiste à être l'implantation sur des terrains en forte pente. Donc, pour tout projet de lotissement, de même que pour tout projet d'ouvrage qui implique le remaniement du sol ou bien sûr tous travaux de construction dont l'empiètement projeté au sol est de plus de 20 mètres carrés à l'intérieur d'un secteur à forte pente, bien sûr, ceux-ci devront respecter certaines dispositions. Donc, en fait, afin de déterminer la possibilité de construire sur un terrain en forte pente, un relevé d'arpentage devra être réalisé et puis devra localiser les différents types de pentes présentes sur le terrain, puis bien sûr indiquer la pente moyenne sur ce dit terrain. De plus, tout lotissement et toute construction devront aussi passer par un PIA, donc on vous a présenté là, dans de précédentes capsules informatives. Le point suivant concerne les dispositions pour l'abattage d'arbres et la conservation des espaces boisés. On va parler de protection des arbres à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre urbain et l'encadrement des interventions en milieu forestier. Pourquoi ajouter ces dispositions-là? En fait, c'est pour conserver le couvert boisé et le caractère naturel de la municipalité et pour limiter l'impact du développement résidentiel sur l'environnement. Le premier point concerne la protection des arbres à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, sur les lots déjà construits, il va falloir protéger et conserver les arbres. Ainsi, seuls les arbres là, qui vont être morts, malades, dangereux, qui vont constituer une nuisance ou qui sont nécessaires dans des travaux de construction, ça va être permis de les abattre, mais ça va prendre un permis de la municipalité. Pour ce qui est des protections des arbres à l'extérieur du périmètre urbain, et on va avoir un pourcentage de milieu naturel à conserver. Un milieu naturel, en fait, c'est les arbres et les arbustes qui sont sur le terrain. Pour chacune des superficies de terrain, il y a le pourcentage de milieu naturel à conserver. Si on prend par exemple un terrain de 4000 m², il faut conserver 60 % de milieu naturel. Donc, quand on va faire des projets de construction, on va falloir limiter l'espace où on va abattre des arbres. Concernant les dispositions pour les coupes forestières en milieu privé, on est venu ajouter des lisières boisées qui sont applicables aux coupes forestières. Ça, c'est des éléments là, qui viennent du schéma d'aménagement, qui sont ajoutés dans le processus de concordance.
Donc, les hilières boisées vont être applicables pour les propriétés foncières, les sentiers de randonnée, entre l'emprise d'un chemin public, en bordure des campings, en bordure de toute affectation vouée à la conservation et également au niveau de la partie habitée du périmètre urbain. Pour ce qui est de la suite des interventions pour les coupes forestières en milieu privé, certaines dispositions ont été modifiées. En fait, l'aire d'intégrité du paysage est fixée à 450 mètres au lieu de 550 mètres. Le but, c'est de protéger les sommets de montagne en préservant 25% du haut de la montagne. Les coupes totales par bande ou par trouée sont prohibées sur tout le territoire. Par contre, dans des cas de perturbation naturelle ou des peuplements atteints de maladies graves, sous recommandation d'un ingénieur forestier, il pourra avoir des coupes et puis du reboisement dans ces cas-là. Également, un autre ajout qui a été fait, c'est qu'à chaque permis pour des coupes forestières qui va être émis, il va devoir y avoir un rapport d'un ingénieur forestier qui va venir attester de la conformité des travaux. Pour ce qui est des dispositions qui concernent les milieux sensibles et les contraintes naturelles, au niveau de la concordance, c'est venu toucher plusieurs points. On va parler de protection de rives, du littoral, des plaines inondables. On va également parler de protection des milieux humides, de l'aire de confinement du cerf de Virginie, de la héronnière et de l'habitat de la tortue des bois. Pourquoi tout ça? Eh bien, c'est vraiment pour protéger, encadrer le développement autour de ces milieux sensibles. Tout d'abord, au niveau de la protection des rives, les numéros de zone ont été changés pour s'adapter à la nouvelle carte de zonage. Donc, pour ce qui est des secteurs à 23 mètres, on a la RF10 et VC13. Et pour ce qui est du secteur à 20 mètres, c'est la zone VC16. Au niveau de la protection des rives, encore une fois, pour les terrains déjà construits, on va permettre l'ouverture de 2 voies d'accès lorsque le terrain a plus de 100 mètres d'étendue en front riverain. Donc, si le terrain fait plus de 100 mètres face à un cours d'eau, on peut autoriser 2 voies d'accès, mais ces voies d'accès-là doivent être séparées par un minimum de 10 mètres. Pour ce qui est de la protection du littoral, on est venu encadrer les normes pour les structures comme les quais, les abris à bateaux et les plateformes flottantes. Tout d'abord, on va autoriser un seul quai par terrain, sauf dans les cas où on a plus de 100 mètres et qu'on a 2 accès, on va permettre un deuxième quai. La superficie maximale des quais est de 20 mètres carrés ou 1/10 de la largeur du cours d'eau. On va permettre un seul quai flottant non rattaché à la rive, c'est ce qu'on appelle communément les plateformes flottantes, d'une superficie maximale de 10 mètres carrés. Et un seul élévateur à bateau ou abri à bateau va être autorisé par terrain. C'est important de ne pas confondre abri à bateau et hangar à bateau. Donc, les hangars à bateau qui sont en fait comme des garages à bateau, si on peut dire, ça, c'est plus autorisé sur notre territoire. Pour ce qui est des plaines inondables, on est venu mettre à jour le tableau avec les bons noms de rivières. Donc, tout ça a été ajusté avec le schéma d'aménagement de la MRC. Également, on est venu ajouter une description sur la détermination du caractère inondable d'un emplacement. En bref, un relevé d'arpentage devrait être soumis avec une demande de permis ou de certificat d'autorisation afin de vraiment connaître les limites d'une zone inondable sur un terrain. Pour ce qui est de la protection des milieux humides, la problématique actuelle avec notre règlement, c'était qu'on autorisait des travaux qui sont interdits par la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, avec le processus de concordance, on est venu ajouter des dispositions qui reflètent la loi sur la qualité de l'environnement. Tout d'abord, c'est important qu'il va falloir caractériser le milieu humide. Donc, avant tout projet de construction, il faut déterminer le type, notamment si c'est un milieu humide riverain ou isolé, et sa délimitation. Lors de toute étape de planification d'un site qui va être visé par un développement résidentiel ou qui nécessite l'ouverture d'une rue ou d'un projet intégré d'habitation, il va falloir également délimiter le milieu humide. Donc, les milieux humides sont divisés en 2 catégories, les milieux humides riverains et les milieux humides isolés. Les milieux humides riverains, c'est des milieux humides qui font partie de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui sont dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. Pour ce qui est des milieux humides isolés, donc c'est les milieux humides qui vont être à l'extérieur de la rive et qui ne font pas partie de la ligne de hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. Les dispositions sont différentes pour chacun de ces types de milieux humides-là. Tout d'abord, pour les milieux humides riverains, sont interdits tout remblai des blés, toute implantation susceptible d'affecter l'effet tampon des milieux humides dans la régularisation des débits des cours d'eau ou toute activité de répression susceptible d'affecter la diversité faunique et floristique à l'intérieur de ces milieux. Sont autorisés par contre, lorsque le milieu humide est riverain, en fait toutes les dispositions qui sont déjà autorisées dans la rive, le littoral et les plaines inondables.
Pour ce qui est des milieux humides isolés, les travaux de construction, déblais, remblais doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques avant que la municipalité délivre le certificat d'autorisation pour des travaux qui sont visés. Sinon, seulement les travaux suivants sont autorisés. Donc, les activités sportives ou récréatives, à l'exception des constructions ou des aménagements qui supportent ces activités, et la construction, la reconstruction, l'entretien, la réfaction et la réparation des ponceaux. L'élément suivant porte sur les sites d'éronières. Un site d'éronière, dans le fond, c'est les sites de nidification des hérons. On en a un dans la municipalité de Chelsea. En résumé, c'est dans les sites d'éronières, dans un rayon de 60 mètres, aucune construction, aucun ouvrage, aucun bâtiment, ni aucune activité d'abattage d'arbres va être autorisée. Dans cette zone, la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles sont également interdites. Dans un rayon de 250 mètres, donc des nids des hérons, aucune construction, aucun ouvrage relatif à l'aménagement de chemins ou de rues va être autorisé, ni aucune activité d'abattage d'arbres entre le 15 avril et le 15 juillet de chaque année. Donc ici, on a le site d'éronière qui est situé dans la réserve de biodiversité de l'Université de Montréal. Pour ce qui est de l'habitat de la tortue des bois, les sites qui sont identifiés comme un habitat de tortue des bois sont soumis aux restrictions suivantes. Donc, aucune nouvelle construction ou amélioration de ces constructions-là va être permise et toute forme de déboisement est également interdite. Le site où on retrouve la tortue des bois, c'est le site qui est identifié en jaune dans le bas de notre carte. C'est principalement en milieu forestier actuellement. Pour ce qui est de l'aire de confinement du cerf de Virginie, on a des nouvelles dispositions qui vont venir encadrer ces ravages-là, afin de les préserver. Donc, à l'intérieur des ravages du cerf de Virginie, la construction de nouvelles rues est interdite. Sur les rues existantes, il va falloir qu'il y ait une identification du corridor de circulation du cerf de Virginie pour pouvoir faire un lotissement. Et les nouveaux terrains subdivisés doivent faciliter les déplacements de la faune et limiter la surface de déboisement pour les nouvelles constructions. Un corridor de circulation, ça permet de préserver la fonctionnalité des différentes composantes du ravage. Donc, les corridors de déplacement, les différents peuplements forestiers d'abris, de nourriture pour le cerf de Virginie. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur notre carte en hachurie. On a un très grand ravage de cerf de Virginie sur notre territoire. Ce qui concerne le point suivant, c'est sur les ressources minérales. Donc, on est venu mettre à jour les distances minimales à respecter. C'est des éléments qui sont de concordance avec le schéma d'aménagement et également avec les nouveaux règlements sur les carrières et sablières qui sont issus de la loi sur les mines. On est dans le chapitre 6 qui touche aux constructions et ouvrages résidentiels. Donc, dans ce chapitre, il y a eu des modifications qui concernent l'architecture, les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et les différentes annexes, l'annexe A, l'annexe B et l'annexe C. La première modification concerne la hauteur des bâtiments. Donc, la nouvelle norme concerne la hauteur d'un bâtiment principal, qu'on a établi à 14 mètres, et la hauteur minimale à 3 mètres. Alors, ça, c'est pour simplifier les choses. Donc, dorénavant, pour faciliter l'analyse et les vérifications, on ne s'attarde pas à la hauteur d'un étage. Donc, on a la hauteur minimale et la hauteur maximale. Et à travers ça, on va avancer, je pense qu'on va avancer plus vite, notamment en ce qui a trait à l'émission des permis. L'architecture, l'implantation et l'orientation. Donc, nous, on pense qu'on devrait ouvrir les possibilités en ce qui a trait à l'implantation des bâtiments à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Les terrains sont vastes. Alors, on pourrait s'ouvrir à plusieurs possibilités, notamment l'ensoleillement, l'exposition des bâtiments, qui devient très important de nos jours. Donc, cette possibilité, on ne la retrouve pas malheureusement dans le règlement actuel qui spécifie que les bâtiments devraient être parallèles. Donc, il y a vraiment des normes très, très rigides dans la réglementation actuelle, surtout lorsque
les terrains sont grands, puis généralement, les terrains dépassent les 4000 m² de superficie. Donc là, un bâtiment principal doit être implanté en fonction de certaines normes. Il y a l'orientation générale par rapport aux voies de circulation, l'ensoleillement, ça je l'ai dit tout à l'heure, des bâtiments existants les plus près, les pentes du terrain, le panorama lorsqu'il n'y a pas de bâtiment existant à proximité. Donc là, on vient d'ouvrir toutes les possibilités pour avoir un bâtiment qui s'harmonise le plus dans son milieu, sans qu'on soit obligé de faire des remblais ou des déblais importants, donc de modifier la topographie du site. Donc on travaille avec la nature. Dans le chapitre des bâtiments accessoires, article 6.3, on a fait aussi des modifications de certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires, notamment les serres domestiques. La superficie maximale des serres est de 60 m² plutôt que 24 m² aujourd'hui. Donc ça, on autorise effectivement des serres à 60 m². Alors, les bâtiments d'entreposage domestique, ça, c'est des gros bâtiments là qu'on retrouve un peu sur des terrains grands en superficie. Puis dans ce cas-ci, la superficie minimale là, des terrains est de 8000 m² plutôt que 6000 m² qu'on a dans le règlement actuel. Donc on passe à 8000 m², mais ça permet quand même d'avoir des bâtiments d'un peu plus que 280 m², donc un peu plus que 3000 pieds carrés. Les usages complémentaires qu'on a travaillé finalement, c'est tous les usages qui sont complémentaires à un usage résidentiel principal. Donc on a les logements complémentaires, les pavillons d'hébergement. Ça, c'est un nouveau concept. Ça, c'est des bâtiments pour habitation, si vous voulez, qu'on retrouve sur des terrains. C'est des bâtiments accessoires qui vont bien sûr avec un bâtiment principal. Donc, lorsqu'une personne a un bâtiment principal, il peut s'en prévaloir de cet article. Le travail à domicile, l'usage mixte, les résidences intergénérationnelles qui existent déjà dans le règlement actuel, le poulailler domestique, les fermettes domestiques, l'exploitation acéricole domestique, la microculture bio-intensive, les gîtes touristiques. Donc pour ces usages, lorsqu'on a un bâtiment résidentiel, automatiquement, ça nous donne le droit de les exercer, bien sûr, si on respecte certaines conditions dans certains cas. Alors, les logements complémentaires, les bachelors, cet usage est maintenant autorisé partout, mais toutes les conditions du règlement de zonage doivent être satisfaites afin d'assurer la quiétude du voisinage. Vous avez compris, donc on peut exploiter cet usage si on a une résidence principale, si on a un bâtiment principal sur les lieux. Pour les logements complémentaires, donc là, un seul logement par usage unifamilial et il ne peut y avoir qu'une seule chambre. Il doit avoir une entrée indépendante et distincte pour être dans le sous-sol, au premier étage ou adjacent à l'habitation principale. Donc il peut être en bas, au sous-sol, comme il peut être à l'étage, adjacent à une habitation principale. C'est peut-être celle-là, la nouveauté qu'on a intégrée dans le règlement actuel. Alors, si vous voulez bien sûr avoir tout le détail, là, je vous invite à y aller consulter l'article 6.4.1. Les pavillons d'hébergement, ça c'est un nouveau concept. Donc, c'est des logements complémentaires. C'est un petit appartement, là, un petit logement qu'on peut aménager sur le terrain, détaché du bâtiment principal.
et puis site à usage d'habitation. Donc, dans ce logement, on autorise une seule chambre à coucher avec ou sans cuisine d'appoint, plaque de cuisson, mini-réfrigérateur, etc. et une salle de bain complète. Le logement est construit de façon détachée du bâtiment principal. Alors, un seul pavillon d'hébergement par terrain ayant un bâtiment principal. C'est très important. Il faut avoir un bâtiment principal, résidentiel. Il peut avoir une superficie entre 35 et 60 mètres carrés. Et il doit avoir un seul étage, une case de stationnement qui devrait être rajoutée pour ce bâtiment. Il y a aussi d'autres normes que vous pourrez consulter en allant à l'article 6.4.2. Le troisième usage complémentaire ici présenté est en fait le travail à domicile. Donc, c'est un usage qui est maintenant autorisé partout sur le territoire, mais toutes les conditions du règlement de zonage doivent bien sûr être satisfaites pour assurer la quiétude du voisinage. Donc, un exemple de travail à domicile autorisé pourrait par exemple être lié aux services professionnels ou de conseils techniques ou scientifiques, de soins de personnes, de services de garde ou d'artisanat. Quelques exemples là, liés au travail à domicile qui doivent être respectés. Donc, c'est en fait qui doit être pratiqué par les occupants de l'unité d'habitation. Puis, ils doivent être aussi pratiqués à l'intérieur de la résidence ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, ce qui est une nouveauté là, au niveau du règlement de zonage. Et de plus, ça ne doit pas constituer, bien sûr, là, une source de nuisance pour le voisinage. C'est un élément qui est majeur et qui devra toujours être respecté. Un nouvel usage qui est présenté aussi est une nouveauté qui consiste à être l'usage fermette domestique. Cet usage-là vise à permettre la garde et l'élevage de petits, moyens et gros animaux. Avec cet usage-là, on vise à assurer de façon à minimiser l'impact de l'élevage domestique sur le voisinage. Donc, c'est en autorisant un nombre maximal d'animaux en fonction de la superficie des terrains. Donc, on veut encadrer la superficie aussi des bâtiments à l'usage de la fermette domestique. C'est très important d'assurer toute la quiétude qui entoure cet nouvel usage-là qui sera possible sur le territoire. Donc, la fermette domestique vise à autoriser seulement dans les zones qui sont identifiées dans la grille des usages et des activités, une seule fermette qui aura un bâtiment d'une superficie maximale de 280 m² et ou d'un maximum de 1,5 % de la superficie totale du terrain. Il y a des abris animaux qui seront aussi autorisés, bien sûr, pour complémenter l'usage. Toujours dans le but d'assurer le respect de l'environnement et bien sûr de la qualité et de la quiétude du voisinage, des marges particulières ont été élaborées et seront appliquées pour l'usage fermette domestique. Il sera important de respecter à la lettre chacune des critères qui seront bien sûr détaillés dans le règlement de zonage qui est mis à votre disposition au même lien à laquelle vous consultez les capsules informatives. Donc, en ce qui concerne la garde d'animaux, les animaux sont divisés en 4 grandes catégories, soit les gros animaux, les moyens et petits et à forte charge d'odeur. Donc, on pense pour les gros animaux au cheval, aux vaches, pour les moyens animaux aux chèvres, moutons, cerfs, lamas. Pour les petits, on pense aux poules, aux cailles, aux lapins, aux canards et plus encore. Pour ce qui est des fortes charges d'odeur, on peut penser par exemple aux cochons qui sont limités à 2. Donc, pour chaque catégorie d'animaux, il y a une superficie minimale de terrain à posséder là, que les gens doivent avoir pour disposer d'animaux au sein de la fermette domestique, à laquelle on ajoute une superficie supplémentaire pour tout animal qui sera ajouté dans la fermette. Donc, on peut consulter ici là, un exemple. Donc, on élabore qu'il y a un citoyen qui souhaite avoir une vache, 2 moutons, un cerf, 6 lapins, 3 oiseaux et 2 poules. Donc, que devra-t-il avoir en termes de superficie pour avoir l'ensemble de ces animaux? Donc, il devra avoir une superficie supérieure ou égale à 22 000 m². Pourquoi? Puisqu'il faut avoir 10 000 m² par catégorie de gros animaux, 7 000 pour la catégorie d'animal moyen et 5 000 m² par catégorie d'animal petit. Donc, vous pourrez aussi consulter le tableau là, qui est vraiment lié à la garde d'animaux qui se retrouve à l'article 6.4.6 pour tous les détails au sein du règlement de zonage.
Le point suivant concerne l'exploitation acéricole domestique, qu'on appelle aussi cabane à sucre domestique. C'est un nouvel usage complémentaire qui va être autorisé et puis il va y avoir différentes conditions à respecter. Par exemple, il faut que ce soit sur un terrain d'une superficie minimale de 10 000 m² avec ou sans bâtiment principal. La cabane à sucre domestique peut avoir une superficie maximale de 40 m² et une hauteur maximale de 6 m². Afin de garder le cachet là, rustique, le revêtement extérieur autorisé pour les murs est le bois. Pour ce qui est des usages complémentaires, on vient ajouter un nouvel usage qui est la microculture bio-intensive. Ça, c'est une agriculture biologique qui consiste à tirer le maximum de rendement sur de petites surfaces. Ça consiste également en une utilisation réduite de la machinerie, une fertilisation avec des engrais organiques, et puis c'est le principe agricole régénératif, la permaculture. C'est vraiment les principes de base qui visent un accès à la terre, l'autosuffisance, l'agriculture biologique et vraiment axée sur le développement durable. Évidemment, il y a quelques critères à respecter pour permettre cet usage-là. Il faut que ce soit autorisé dans les grilles d'usage et activités qui sont dans le règlement de zonage. Il faut que le terrain sur lequel la microculture bio-intensive soit établie doit avoir une superficie minimale de 10 000 m². Et puis, la microculture bio-intensive doit respecter les distances séparatrices avec les lignes de terrain et les milieux humides et hydriques afin vraiment de limiter les impacts de cette agriculture-là sur l'environnement. Alors, dans le chapitre construction et ouvrages résidentiels, on a mis en place des normes et des usages spéciaux. Et là, on parle, entre autres, des projets intégrés d'habitation. C'est à l'article 6.7.1. Donc, qu'est-ce qu'un projet intégré d'habitation? C'est un projet de construction d'un ensemble. C'est un ensemble de bâtiments principaux implantés sur un terrain formé d'un ou de plusieurs lots, réalisés par phase et ayant en commun, certains espaces extérieurs, services ou équipements dont la promotion et la gestion sont d'initiative unique. Alors, ça veut dire quoi, là? Ça, c'est un outil qu'on a mis en place là pour permettre ce qu'on appelle le regroupement des bâtiments. Donc là, au lieu de pratiquer le développement traditionnel avec des lots, un frontage sur un chemin, une superficie minimale. Donc, au lieu de faire ça, là, donc, on permet tout simplement que les bâtiments soient regroupés dans un terrain qui serait propice à la construction, où il n'y a pas de milieu humide, où la topographie est acceptable. Donc, sur le reste de la propriété, donc on préserve les milieux humides, on préserve les cours d'eau, on préserve les points de vue et on va demander à ce que le promoteur aménage des sentiers. Aussi, ce qu'il faut comprendre dans les projets intégrés d'habitation, il y a deux types de propriétés. Il y a la propriété privative, donc c'est le bâtiment, l'installation septique et le puits. Et le reste de la propriété, les milieux humides, les cours d'eau, les points de vue, les sentiers, les accès à l'eau, donc tous ces milieux qui vont appartenir à tout le monde, à toutes les propriétaires, ou syndicats des copropriétaires. Alors, donc, il y a un intérêt environnemental à y aller avec cet outil, en sachant que notre municipalité regorge de milieux humides et de cours d'eau et que finalement on n'est pas obligé d'éliminer une montagne là pour construire un chemin ou des choses comme ça. Donc le principe c'est de travailler selon les capacités du milieu. Alors quelques informations sur les projets intégrés d'habitation. Ce type d'aménagement favorise, comme j'ai dit, la copropriété. Ces projets peuvent donner des résultats très intéressants. Donc, il y a une sorte aussi de négociation qui se fait entre la municipalité et le promoteur. Et ils seront traités avec rigueur. Donc, il y a un règlement sur les PIA. Là, donc, ça veut dire qu'il y a un aspect qualitatif qu'on va donner au projet.
comme par exemple la couleur des bâtiments, l'architecture. Donc, il y a toutes sortes d'interventions qui vont intervenir entre le promoteur et la municipalité. Une caractérisation environnementale doit être réalisée, ça va de soi. Alors, donc les projets, ils sont autorisés quand ils sont autorisés dans la grille des usages et des activités. Il y a aussi d'autres critères qui sont respectés. Par exemple, 30% d'espace commun doit être conservé pour les parcs espaces verts, les aires extérieures ou de séjour, la conservation de milieux sensibles, etc. La superficie de terrain par construction est égale ou supérieure à 4000 m². Donc là, il y a quand même un concept de densité qu'il faut respecter. Pour déterminer le nombre de terrains qu'on peut développer, on se base sur une superficie minimale par terrain de 4000 m². Alors, pour qu'un projet intégré d'habitation soit possible, il faut déposer une demande pour 6 habitations unifamiliales au minimum. Alors, faire un projet intégré d'habitation avec 2, 3, 4, 5 habitations, ça ne serait pas possible. Donc, c'est 6 habitations au minimum. Et on préconise aussi des zones tampons de 15 mètres autour du projet. Il y a aussi d'autres conditions qu'il faudrait avoir là, ou qu'il faut avoir. Et je vous invite à lire l'article 6.7.1. Donc, le chapitre 14 introduit les dérogations. C'est un chapitre là, qui va être important pour l'avenir de la municipalité, mais aussi là, pour enrayer plusieurs problématiques auxquelles nous, on fait face, mais aussi, là, vous, citoyens, vous faites face là, au fil des ans. Donc, suite à l'incendie des bureaux municipaux là, dans les années 80, mais aussi dû à la fusion municipale qui a eu lieu au sein de la municipalité de Jersey, certains documents auraient pu être détruits ou même perdus là, parmi le sinistre ou les changements et fusions municipales. Donc, la solution qui est proposée ici pour enrayer la problématique là, de perte de documents est en fait que tous les usages, bâtiments et constructions qui sont existants avant le 19 mai 1992 seront réputés conformes et bénéficieront d'un droit acquis sur leurs implantations. Donc, ça va être majeur et ça va en fait là, restreindre beaucoup les dépôts de dérogation mineures là, qui sont demandés actuellement au sein du service de l'urbanisme. La deuxième problématique auquel on souhaite enrayer l'élément majeur, c'est que les marges latérales des petits terrains d'une superficie de moins de 2000 m² sont c'est assez restrictif là, et ça limite beaucoup la construction et l'agrandissement. Donc, pour enrayer cette problématique de terrain plutôt restreint en termes de superficie, ce qu'on propose aussi, c'est que les lots qui sont dérogatoires, là, puisqu'ils ont une superficie inférieure ou égale à 2000 m², bénéficient de droits acquis et en fait là, peuvent avoir des marges latérales réduites, ce qui va vous permettre de pouvoir là, réaliser la construction ou bien sûr l'agrandissement de vos bâtiments de façon un peu plus efficace et ça va faciliter le tout en fait là, pour la construction. On finit en fait le règlement de zonage par vous représenter la carte de zonage qui détermine en fait là, tout ce qui est possible de réaliser au sein de la municipalité de Jersey. Donc, vous voyez le découpage et bien sûr, parmi chacun des découpages figurent des numéros de zone. Donc, une classification par usage et numéro de zone. En changeant l'ensemble du zonage, on devait systématiquement remodeler les grilles d'usage et d'activité. Chacune des grilles d'usage et d'activité ont été ajustées au niveau des normes relatives à la densité. On a aussi pris le soin d'identifier chacun des secteurs de PAE, de PIA, de projet intégré ou de PPC-MOI. Donc, tous les outils discrétionnaires seront maintenant clairement indiqués sur chacune des grilles. On a aussi veillé là, de façon très importante à la concordance des usages en fonction des grandes affectations. Ce qu'on voulait, c'était un nouveau look pour une lecture simplifiée. On souhaite qu'avec la nouvelle grille que vous voyez ici, nos échanges puissent être encore plus efficaces entre vous et nous pour qu'on puisse vraiment là, avoir une discussion éclairée de ce qui est possible au sein de votre secteur lors de construction éventuelle de propriété ou de commerce, là, quel qu'il soit.
En résumé, les modifications qui ont été apportées au règlement de zonage sont d'une façon générale la protection du milieu naturel et sensible, l'actualisation des dispositions concernant l'architecture et l'implantation des bâtiments, l'actualisation des usages complémentaires et finalement l'actualisation des grilles des usages et activités. Toujours, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a cité précédemment, je vous invite à nous écrire. Vous avez, comme je l'ai dit, comme on l'a mentionné, vous avez un certain temps pour le faire. C'est une consultation écrite. Et dans ce sens, vous avez 15 jours pour nous écrire et puis poser toutes vos questions. On va mettre, comme je l'ai dit, on va mettre au profit de tout le monde là, les réponses pour toutes les questions que les gens vont poser. Donc, comme ça, là, vous allez voir, là, vous allez participer au processus et comprendre un peu les autres problématiques qui sont posées par les citoyens.